Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 2 octobre, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Octobre 2004, octobre 2024, il y a 20 ans, Monaco devenait le 46e État membre du Conseil de l'Europe. Le souverain est actuellement à Strasbourg, accompagné d'une délégation monégasque pour célébrer cet anniversaire. Le Moyen-Orient s'embrase. Après avoir bombardé le Liban, l'armée israélienne a annoncé le déploiement de plusieurs unités terrestres. L'Iran a envoyé hier soir près de 200 missiles sur Israël. Pour essayer de faire un constat, nous serons dans quelques minutes avec le consul du Liban à Monaco. Un conflit qui a été abordé lors du débat des deux candidats à la vice-présidence des États-Unis. Les colistiers de Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés mardi lors de leur premier et unique face-à-face télévisé. Notre correspondante permanente aux USA reviendra sur ce débat. Nous ouvrirons une page sport avec la conférence d'avant-match. La Roca Team accueille Milan jeudi pour le premier match d'Euroleague. La BPCO est une maladie chronique du système respiratoire. Et bien pour mettre en lumière la lutte contre la BPCO, un périple à vélo est organisé à travers la France. Le peloton était de passage à Monaco ce mercredi. L'association monégasque des athlètes olympiques vient d'organiser son dîner annuel en présence du souverain, nous y étions. Et enfin, nous terminerons ce journal avec la chronique Ceux qui font Monaco et nous parlerons de mécanique avec l'entreprise familiale Electroto. Nous ouvrons donc ce journal avec la célébration des 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Le prince Albert II était à Strasbourg aujourd'hui pour honorer cet anniversaire. À cette occasion, 2 expositions ont été inaugurées et un film a été présenté au sein même du Palais de l'Europe. Rejoignons sur place Émilie Rousseau. Vous êtes à Strasbourg pour suivre ce déplacement qui a donc débuté ce mercredi. Oui, en effet, le prince Albert II est arrivé aujourd'hui aux alentours de midi à Strasbourg, où il a été accueilli notamment par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Le prince souverain a ratifié le protocole numéro 16 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il permet aux hautes juridictions des États signataires d'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme des demandes d'avis consultatifs. Comme vous l'avez mentionné, le prince Albert II a ensuite inauguré 2 expositions. Voyez ce reportage réalisé avec Sylvain Péroumal. C'était il y a 20 ans, presque jour pour jour, le prince Albert II, alors prince héréditaire, se rendait pour la première fois au Palais de l'Europe au nom de son père, le prince Régnier III, pour signer l'acte d'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. 2 décennies plus tard, le prince souverain était de retour pour célébrer cet anniversaire à Strasbourg et réaffirmer l'attachement de la principauté aux 3 piliers de cette institution, les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. L'importance pour Monaco de cette adhésion est évidente. L'engagement de Monaco au service de ses valeurs est entier. Elle est illustrée tout d'abord par la révision de sa constitution en 2002, par le renforcement de sa souveraineté, puis la ratification de nouvelles conventions. De nombreuses réformes législatives et réglementaires ont eu lieu depuis lors et sont encore menées. Elles sont fondamentales pour mon pays et nous sommes fiers de participer à cette grande famille des droits de l'homme. C'est un très bel événement. D'abord, très très heureux évidemment que Monaco soit depuis 20 ans un membre très très engagé au Conseil de l'Europe. C'est très important parce qu'il y a une égalité vraiment entre les 46 membres qui sont tous des membres pleins et entiers, fiers et égaux du Conseil de l'Europe, si je peux le dire ainsi, dans toute la diversité que ça représente. Plusieurs temps forts ont ponctué cet anniversaire. En premier lieu, l'exposition proposée par le Conseil national rassemblant des œuvres de Jean-Michel Folon et qui s'intègre dans l'allée des pensées présentées au Conseil de l'Europe. Pour ce moment, Stéphane Valéry, l'ancien président du Conseil national, présent il y a 20 ans, avait fait le déplacement. Le Conseil national que je présidais à l'époque avait soutenu le prince Régnier III dans cette volonté d'adhésion, notamment par un courrier qui avait été un élément important, qui avait affirmé à la demande du Conseil de l'Europe que le Conseil national et les Monégasques étaient pleinement satisfaits de nos institutions, qu'elles répondaient parfaitement aux besoins et à la volonté des Monégasques et de leurs élus. Et ça avait permis effectivement notamment de contribuer à débloquer cette adhésion. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je revis ces moments aujourd'hui et c'est une très belle journée de nouveau pour la principauté. Le prince Albert II a ensuite pu découvrir une autre exposition organisée par le département des relations extérieures et de la coopération, le Conseil national, en collaboration avec les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco. Elle retrace l'histoire de cette adhésion au Conseil de l'Europe, une famille naturelle pour la principauté. De nombreuses personnalités ont assisté à ce moment, aussi bien du Conseil de l'Europe que de la principauté, comme la mairie de Monaco, qui porte également sa voix au Palais de l'Europe.
Nous, en tant qu'élus communaux, nous faisons partie du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Donc c'était important d'être là aux côtés vraiment du gouvernement, du Conseil national, également des représentants du Conseil de l'Europe qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir au quotidien. Donc je pense par exemple au juge à la Cour, aussi à notre ambassadeur qui est le représentant permanent donc, de Monaco au Conseil de l'Europe, bien sûr le gouvernement et notre souverain qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Cette visite princière s'est achevée par le dévoilement d'une œuvre participative de l'artiste Mr. Wanties, à laquelle le prince Albert II a contribué. Intitulée « Ode à la liberté », cette œuvre représente une fenêtre ouverte sur les droits de l'homme et sera désormais exposée au Conseil de l'Europe. Et sachez qu'à l'occasion de la célébration des 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe, la représentation permanente de la principauté auprès de cette institution a lancé officiellement son site internet, l'opportunité de découvrir l'histoire de cette adhésion en 2004. Et puis à la fin de ce journal, découvrez également l'intégralité du discours du prince Albert II prononcé aujourd'hui à Strasbourg. C'est en dehors de l'Europe, mais ça nous préoccupe. L'embrasement du Moyen-Orient de plus en plus instable. Après avoir bombardé le Liban, l'armée israélienne a annoncé le déploiement de plusieurs unités terrestres. Le Hezbollah a affirmé ce mercredi combattre des forces israéliennes qui se sont infiltrées dans le sud du Liban. L'Iran a envoyé près de 200 missiles sur Israël hier au soir dans un contexte de tension extrême dans la région depuis plusieurs jours. Pour essayer de faire un constat, nous sommes avec le consul du Liban à Monaco, Mustapha El Sol. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Comme je viens de le dire, la situation est terrible au Liban. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent de là-bas ? Tout d'abord, Fabien, je voudrais saisir le moment pour vous remercier, ainsi que toute l'équipe de Monaco Info, pour toujours être à nos côtés, à côté de la communauté libanaise de Monaco, ainsi que la population du Liban, et prendre de nos nouvelles. La situation au Liban, comme vous le constatez, elle est très préoccupante. On est dans une situation de guerre. On a une population qui est dévastée par les attaques sur son territoire, ainsi qu'on a une vague de déplacement pour la première fois de plus que de 1 million de Libanais qui sont partis de leur village, de leur maison du sud du Liban et qui se repositionnent au centre, à Beyrouth même, au nord du Liban, pour qu'ils puissent éviter toutes les attaques actuelles qui se passent sur son territoire. Vous avez employé le mot guerre. À vos yeux, on n'est plus dans un conflit, on est dans une véritable guerre selon vous ? Absolument, absolument. On est dans une situation de guerre, on est dans une situation d'urgence. La situation a drastiquement changé depuis quelques jours et les déclarations, malheureusement, de l'État d'Israël envers le Liban étaient claires que aujourd'hui, ils n'arrêteront pas jusqu'à qu'ils ont leurs résultats atteints, malgré toutes les dégâts matériels, humains qui sont en train d'infliger sur ce pays qui réclame un cessez-le-feu, une trêve et l'application de toutes les résolutions de l'ONU qui amènent à une situation de sérénité dans la région. Comment la population vit-elle cette escalade ? Mal, très mal. Il ne faut pas oublier que depuis 2019, le pays passe par une crise économique, financière et même politique. Après l'explosion du port qu'on en a eu, et maintenant, on a une population qui est déplacée et le gouvernement actuel, il essaye avec les moyens du bord, ce qui ne sont pas très évidentes, de faire face. On en a aujourd'hui établi plus que 850 centres d'aide et d'accueil sur le territoire libanais, avec les églises, les mosquées, les écoles, les universités, qui ont aujourd'hui ouvert leurs portes, ils sont convertis dans des centres d'accueil pour cette population dévastée. Je voudrais bien rajouter, aujourd'hui, on en est à peu près à 2000 morts. La plupart, c'est des enfants, des femmes, des civils. L'histoire se répète et le Liban doit une nouvelle fois faire face à une grave crise. Vous avez même parlé de guerre. Est-ce que pour vous, le Liban est un pays martyr ? Effectivement, on est un pays martyr depuis son histoire récente. On n'arrête pas d'avoir des conflits en interne depuis son indépendance de 1943. On continue de faire face, malheureusement, à des conflits régionaux qui se traduisent à des instabilités sur le territoire libanais. Aujourd'hui, ce conflit qui existe entre les pays arabes et l'État d'Israël ne date pas
de cette époque. Il date de plus que 70 ans. C'est la 6e invasion qui a eu lieu sur le Liban. Et on se retrouve toujours en train de régler les comptes des autres sur notre territoire, en sachant que le Liban, tout ce qu'il souhaite, c'est la sérénité, la paix, et qu'il puisse propager sa culture. Et sa position géographique le condamne-t-il à ne jamais connaître comme ça une paix durable, un calme durable ? Sa zone géographique, c'est une des richesses, je dirais, du Liban. C'est la diversité de son territoire, la diversité de ses 17 communautés qui cohabitent ensemble depuis plus que 7000 ans. C'est une richesse. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sur toute la région, la géopolitique du Moyen-Orient, comme on le suit depuis maintenant plus que 30 ans, une instabilité énorme. Comme le pape l'avait dit à un certain moment, c'est un pays messager qui démontre la cohabitation entre les différentes ethnies et communautés. Quels sont concrètement les besoins aujourd'hui de la population ? Comment peut-on aider ce pays ? Plusieurs pays sont venus à l'aide, déjà les pays du Golfe. Déjà, ils ont commencé à renvoyer les aides et avoir un programme humanitaire de santé et de soutien. Et aussi les pays européens comme la France, aussi, ils ont manifesté de soutenir le Liban pendant ces moments difficiles. Et là, Fabien, je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport à la relation avec la Principauté de Monaco, où nos relations avec la direction de la coopération internationale, avant la guerre et depuis maintenant plus que 30 ans, Monaco est bien présent au Liban par des programmes humanitaires et de santé, et c'est le souhait du souverain de maintenir une relation très étroite avec le Liban pendant toutes les phases. Et je pourrais que remercier le souverain et son gouvernement, et en particulier la coopération internationale, d'être près du Liban, présent sur le territoire et à l'aide quand ils le peuvent et d'une façon très, très explicite. Êtes-vous, à titre personnel, pour finir, inquiet pour les jours à venir, les semaines qui viennent ? Très inquiet, Fabien. Aujourd'hui, je pense que le début d'un conflit, malheureusement, qu'on ne voit pas une solution. La gravité de la situation est tellement complexe que je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir de ce conflit militaire. Nous, on appelle à la diplomatie toujours pour qu'on puisse arriver à des ententes, un cessez-le-feu immédiat. C'est la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est la diplomatie et non pas continuer une guerre sur les civils et avoir des résultats dévastatrices. Moustapha El Sol, merci d'avoir accepté notre invitation dans un contexte, j'imagine, douloureux pour vous et vos compatriotes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Fabien. Et pour clore ce dossier sur l'escalade du conflit dans le Moyen-Orient, sachez que la Croix-Rouge monégasque appelle aux dons publics pour faire face aux besoins humanitaires. Pour vous associer au geste de la Croix-Rouge, vous pouvez vous aussi faire un don. Rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge monégasque. Le Moyen-Orient a été un sujet abordé lors du débat d'hier aux États-Unis. Faisons un point avec Alexandra Pani sur les élections américaines qui se dérouleront le 5 novembre prochain. Et ce nouveau débat à New York organisé par la chaîne de télévision CBS. Bonsoir Fabien, oui, retour sur ce premier débat entre les deux candidats à la vice-présidence des États-Unis, le démocrate Tim Walz, gouverneur du Minnesota, et J.D. Vance, sénateur de l'Ohio. Les deux hommes sont restés courtois dans la majeure partie de ce débat qui a tourné principalement autour des questions de l'immigration, de l'avortement et de la politique étrangère. Les critiques étaient dirigées vers leur colistier. Vance a attaqué à plusieurs reprises Harris pour sa politique aux frontières, alors que Walz fustigeait Trump sur les droits à l'avortement. Le sénateur de l'Ohio et le gouverneur du Minnesota ont proposé finalement un dialogue mesuré avec du fond, un débat que l'on pourrait qualifier de normal, comme l'on n'en avait plus vu depuis longtemps et qui s'est même terminé avec un serrage de main et un échange entre les deux hommes une fois les micros coupés. Les colistiers de Donald Trump et Kamala Harris se rencontraient pour la première fois dans ce qui semblerait être le dernier débat de cette campagne, puisque le candidat républicain refuse la proposition de la démocrate de s'affronter une seconde fois. À un mois de l'élection présidentielle, nous entrons donc dans la dernière ligne droite. Merci Alexandra. Hier soir, au One Monte Carlo, Jacques Delarosière, l'ancien directeur général du FMI, a donné une conférence pour présenter son livre « Le déclin français est-il réversible ?»
La réponse, justement, avec Jacques Delarosière. Il est au micro de Chrisinda Petit-Thomel. On peut, sans toucher les aspects sociaux qui sont sacro-saints dans notre pays, on peut, sans toucher cela, baisser les dépenses publiques à peu près de 200 milliards d'euros sur 10 ans. Ça fait 20 milliards par an, c'est moins que 1% du produit intérieur brut, c'est faisable. Alors je le démontre, ça. Personne ne l'a démontré avant. On n'a pas beaucoup de temps. C'est un peu la dernière minute. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la formule de M. Barnier qui dit que c'est le déficit budgétaire qui est l'épée de Damoclès qui menace la France. Et c'est très bien qu'il ait dit ça. Alors il faut maintenant agir. Si nous ne faisons rien, la trajectoire du déclin va continuer jusqu'à l'abîme. Et si on fait quelque chose intelligemment, on peut s'en sortir. Et je pense que c'est la deuxième solution qui compte. Mais pour ça, il faut changer la mentalité des hommes politiques. Parce que jusqu'à présent, la mentalité des hommes politiques, ça a été empruntons, ça va tout arranger. Et maintenant, on s'aperçoit que l'emprunt, ça n'arrange pas tout. Alors, il faut faire autre chose. La Rocca Team lance sa saison d'Euroleague ce jeudi à 19h face à Milan après une victoire et une défaite dans le début du championnat de France. Les hommes de Sasa Obradovic auront à cœur de briller demain et d'afficher d'emblée leurs ambitions pour cette nouvelle saison. On écoute Sasa Obradovic et Jaron Blossomgame au micro de Gaëtan Lebrun. Yeah, I was answering, how important, each game, through the season, through Euroleague, every second, game. So as I said, every game matters, it's the motto. The thing is, every really games matters. But it's not disaster, it's still a long way to go. I'm dealing more with the form of my guys. When we get in a great shape, I know that we're gonna be good, very good. But in this moment, we have to find a way. To win the games, struggling, missing the shots, missing the free throws, doing the turnovers. We have to find a way just to win. We're not shy about our aspirations every year. I think we have a team that's good enough to win it. So it's going to be a long season. Got to get lucky, got to stay healthy, but we got to win and stay together most importantly. Vous l'avez entendu, il faudra rester soudé face à Milan ce jeudi 19h, salle Gaston Médecin. Comme chaque année, l'association monégasque des athlètes olympiques, l'AMAO, a organisé sur le Rocher son dîner annuel afin d'y remercier tous ses membres, de promouvoir chaque année les valeurs du sport en principauté. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Hier se tenait au club bouliste du Rocher le traditionnel barbecue de l'association monégasque des athlètes olympiques, un événement annuel qui regroupe politiques, sportifs ou autres amoureux du sport dans un moment de partage organisé par les anciens et nouveaux membres de l'AMAO. Seule condition pour rejoindre cette association, avoir fait les Jeux olympiques. L'AMAO est une association qui englobe tous les athlètes olympiques de Monaco, donc il faut avoir fait les Jeux olympiques pour Monaco pour faire partie de l'association, et on est là pour parler des valeurs olympiques telles que l'environnement, aller dans les écoles pour raconter notre partage et notre expérience, ou comme encore ce soir, l'amitié entre tous les athlètes olympiques. L'association en a profité pour accueillir 2 nouveaux membres dans le cercle des Olympiens. Marvin Gado, judoka monégasque présent au JO de Paris dans la catégorie des plus de 100 kg. Et Lisa Pou, jeune nageuse monégasque spécialiste du 10 km en eau libre, pour qui les JO de Paris ont tout changé. Pour moi, ça a changé énormément parce que forcément, il y a un objectif qui est vraiment très gros à la clé. Après, pour le monde du sport en général, je pense que c'est intéressant d'avoir eu les Jeux justement pour mettre en avant les sports olympiques. Et je trouve ça très intéressant. Le barbecue de cette année 2024 a été marqué par la présence du prince Albert II de Monaco qui a félicité les athlètes et a remis aux nouveaux membres une épinglette comme geste de gratitude pour avoir représenté la principauté aux JO de Paris 2024. Et désormais, place aux JO d'hiver 2026 à Milan et à Cortina en Italie. Après des passages en Corse, en Suisse ou en Île-de-France, le Tour BPCO s'est achevé aujourd'hui en région sud. Pour cette dernière étape, le peloton de cyclistes guidé par Philippe Poncet, atteint de la maladie et sous assistance respiratoire, s'était lancé ce matin à Monaco en direction de Nice, avec pour objectif mettre en lumière la lutte contre la BPCO, une forme grave de bronchite qui affecte sévèrement la respiration. Reportage de Paola Semoa et Lionel Bernardi. C'est le grand final pour Philippe Poncet.
Avec sa bouteille d'oxygène, le cycliste de 65 ans va accomplir un dernier exploit surhumain. Aujourd'hui, au stade le plus sévère de sa maladie, Philippe parle d'un fléau méconnu de tous. Quand je suis diagnostiqué dans les années 2010, je m'aperçois que c'est en fait une catastrophe humaine, nationale, internationale. Ce à quoi je suis confronté à titre humain, c'est presque ignoble. Et j'ai la chance à la base d'avoir fait du sport de compétition étant adolescent, donc j'ai gardé des réflexes. Et on a rapidement rentré dans un reconditionnement physique parce que j'étais au même état que tout le monde, j'étais en train de mourir. Avec seulement 20% de ses capacités pulmonaires, Philippe impressionne ses équipiers, comme Stéphane Roche, l'une des légendes du cyclisme qui l'accompagne depuis le début de son périple. L'étape qu'on a fait à Dijon, par exemple, la dernière 30 km de l'étape Tour de France qui est terminée à Dijon, il y avait une grande ligne droite qui faisait à peu près 3 km, mais à la fin, montait un petit peu, ça ne finissait pas. Et à un moment donné, je pensais que Philippe allait mettre pied à terre. Mais néanmoins, il a réussi à terminer, il a voulu terminer, il a le rage de vaincre. Si certains participent au Tour depuis le départ en Corse, d'autres viennent tout juste de rejoindre le cortège, à l'instar de Victor Langelotti. Touché par l'histoire de Philippe, le jeune monégasque n'a pas hésité à participer. En tant que sportif de haut niveau et de cycliste, on se rend compte de ce que c'est les efforts de haute intensité, mais avec des capacités pulmonaires qui sont totales. Et s'imaginer ce que ça peut être quand nos capacités pulmonaires et respiratoires sont réduites, c'est absolument incroyable. Et franchement, je trouve ça honorable et c'est vraiment respectable. Et voilà, donc je tenais à être là pour soutenir Philippe. Au total, ils sont plus d'une vingtaine de cyclistes engagés dans cette dernière ligne droite direction Nice, avec pour objectif commun faire connaître cette maladie pulmonaire qui est la 3e cause de décès au monde. Rencontre à présent avec l'un des frères dominicains de l'église Saint-Charles. La confrérie s'est installée au sein de la paroisse le 22 septembre. Dans le reportage qui va suivre, nous reviendrons en images sur cette messe et nous découvrirons les missions de l'ordre des dominicains au micro d'Alban Jean-Jambre et Alex Avial. Ce sont eux qui ont désormais la charge de l'église Saint-Charles. Les frères dominicains ont pris place dans leur nouvelle paroisse lors d'une messe en compagnie de nombreux fidèles. Quelques jours plus tard, à présent bien installé, le père Marie Arnaud nous raconte les origines. L'ordre des Dominicains a été fondé en 1216 par Saint Dominique, un prêtre espagnol qui a fondé son ordre en France et qui a rassemblé autour de lui pour une mission commune des jeunes hommes qui voulaient annoncer l'évangile avec une caractéristique particulière. Il ne s'agissait pas simplement d'enseigner, mais il s'agissait aussi de témoigner par la vie commune, le partage des biens, la prière commune, de témoigner de la vie fraternelle que le christianisme, l'évangile, nous propose comme un idéal de vie. La mission première des frères dominicains, c'est donc d'enseigner à l'église ou ailleurs. Beaucoup de personnes sont curieuses des questions religieuses. Notre objectif, c'est aussi de faire en sorte que les personnes qui s'adressent à nous apprennent à mieux connaître Jésus-Christ et l'évangile. En dehors de cela, on n'a aucune raison d'exister à Monaco ou tout court. C'est une proposition que nous faisons avec beaucoup de joie et j'espère aussi qu'elle rencontrera un bel écho en principauté et pas seulement dans le milieu chrétien qui est le nôtre, mais aussi, c'est vraiment un des aspects importants de notre vocation, mais aussi aux personnes qui ne partagent pas notre foi, mais qui s'intéressent un peu aux choses qui nous concernent. C'est la première fois que l'ordre des Dominicains répond à l'invitation de s'installer en principauté. Ils sont aujourd'hui 3 mais devraient accueillir 2 nouveaux frères très prochainement. En bref, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo va reprendre l'opéra de Camille Saint-Saëns, dont la première a été interprétée à Monaco en 1906, l'ancêtre, ce dimanche 18h à l'Auditorium Régnier III. Pour rappel, c'était une commande du prince Albert Ier et l'histoire traite de la vendetta entre 2 familles corses. 118 ans plus tard, le chef d'orchestre Kazuki Yamada dirigera l'OPMC avec entre autres l'ancêtre interprété par Jennifer Holloway. Dans un autre registre, les Sérénissimes de l'humour se dérouleront cette année du 12 au 15 mars au Grimaldi Forum avec en tête d'affiche Philippe Lelouch, Michel Boujna et Bounaïmin. Sachez que la billetterie est désormais ouverte. Dans la galerie Espace 22, située boulevard d'Italie, vous pouvez découvrir l'exposition multi-artistes du moment, la fête de l'art, jusqu'au 10 octobre. Dans le prolongement du restaurant Le Quai des Artistes sur le port Hercule, le bar des artistes a été inauguré hier en présence du souverain, accompagné entre autres de l'ancien footballeur Ludovic Giuli.
Il est des endroits qui ne vieillissent pas. C'est le cas d'une petite entreprise familiale qui n'a pas pris une ride au fil des années. Electroauto continue de séduire les amateurs de belle mécanique. Christinda Petit-Tomel, vous êtes allée à leur rencontre pour ceux qui font Monaco. Ce sont les MacGyver de la principauté. Les anciens aiment encore dire « Nous allons au garage Carmelo ». Aujourd'hui, Electroauto. Par contre, ici, vous allez le voir, la passion se transmet de père en fils. Cette maison est née en 1967, au moment où mon père est venu récupérer, disons, un ancien garage, car le monsieur qui avait avant, il était assez âgé et il n'avait plus envie. Et mon père, il s'est lancé dans cette aventure depuis 1967 justement, qui dure, avec donc mon père, moi et mon fils qu'on voit là-bas. C'est un vieux savoir-faire, vous entretenez ça. Voilà, surtout on travaille avec des anciens véhicules de collection, on travaille avec le centre de contrôle technique. On essaye, même sans rendez-vous parfois, de contenter un petit peu tout le monde. On essaie de dépatouiller les gens quand ils tombent en panne, parce on n'a pas la place où stocker les véhicules. Et de deux, pas tout le monde a 2-3 voitures, donc certains travaillent avec leur propre véhicule, on essaie de les dépanner, quoi. Et vous trouvez toujours des solutions? Ça devient de plus en plus difficile avec les véhicules, avec les calculateurs électroniques et tout ça, c'est difficile. Donc il faut en permanence se mettre à jour avec les appareils de diagnostic et tout ça. Ça coûte très cher. Donc voilà, on essaye, on fait ce qu'on peut, quoi. Alors qu'est-ce que vous proposez comme service? Alors donc l'entretien classique, les petits dépannages en ville, batterie, plaquettes de frein, des trucs comme ça. Les préparations pour le contrôle technique. Souvent les clients ne sont pas à domicile, donc on va récupérer les véhicules, on fait l'entretien, on les ramène à leur place. On porte le flambeau de mon père, on continue. Voilà, l'histoire elle est là. Et la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La suite, avec les véhicules électriques qui arrivent, pour nous c'est un peu difficile, parce que je pense que c'est plus réservé aux concessions et tout ça. Donc moi, mon futur, je le vois plutôt dans le vintage, une voiture vintage. On est bien placé à Monaco pour avoir de belles voitures de collection, donc pourquoi pas continuer là-dedans. Carmelo, Electroauto, peu importe la façon dont vous l'appelez, ici, la passion se transmet de génération en génération et surtout le savoir-faire. Electroauto vous attend du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 19h. Passons à la météo avec Sarah Inkari. Bonsoir Sarah, vous nous le disiez hier, le temps va se dégrader demain. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles que je viens vous annoncer aujourd'hui. Vous l'avez sûrement remarqué, le ciel s'est couvert ce soir et cela donne la tendance de demain. Des précipitations toute la journée. Nous devons cette instabilité au passage d'une dépression qui circulera entre l'Espagne, l'Italie et la Corse. Du côté des températures, nous perdrons 5 degrés l'après-midi par rapport à aujourd'hui et le mercure n'ira pas au-delà de 18. Enfin, un coup d'œil sur les calendriers pour souhaiter une très bonne fête aux Gérard. Merci Sarah. Et puisque l'on célébrera la Saint-Gérard, je souhaite une bonne fête à mon papa qui nous regarde chaque soir d'Italie, puisque Monaco Info, c'est regardable à travers le monde. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées évidemment aux 20 ans de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Monaco, le 46e État membre de cette institution. On se retrouve pour une nouvelle édition jeudi 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.